répondu présent. Alors c'est notre dernière rencontre de la saison, l'année scolaire on va dire. Voilà, donc on termine par le scandale de Strasbourg ce soir, donc avec messieurs André Bertrand et André Schneider. Et pour ce faire, pour vous parler un petit peu de ça, Geoffrey Giros de la BNU a la gentillesse de jouer le rôle d'intermittent. Voilà, donc vous avez pu voir aussi qu'il y avait donc ce cycle des rencontres autour de mai 68 dans le cadre de l'exposition à la BNU. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, c'est l'occasion de faire un petit tour. Il y a le programme des manifestations, l'exposition est jusqu'à octobre. Voilà. Donc voilà, je laisse la parole à ces messieurs qui nous parlent de cet événement-là. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions. Voilà. Oui. Je vous laisse vous présenter d'abord et puis je vous... Bon, c'est assez simple. Bon, André Bertrand, c'est moi. Voilà. Et donc, nous avons donc réalisé un ouvrage qui retrace l'histoire de ce scandale sur lequel, jusqu'à présent, on n'a absolument pas eu d'informations autres que les informations officielles qu'à l'époque les situationnistes dans la revue internationale situationniste et puis enfin d'autres ouvrages, en particulier le livre de notre préfacier Dumontier avait publié. Et par contre, depuis, durant ces dernières années, il y a eu un certain nombre de comptes rendus et de choses qui ont été rapportées sur ce scandale qui devenait de plus en plus obscur et ce qui était raconté dessus, c'était de plus en plus absurde. Comme par exemple, lors de l'exposition de Debord à la Grande Bibliothèque de France en 2014, les préfaciers qui étaient en même temps qui sont en même temps les conservateurs de la bibliothèque, racontaient ce scandale de façon complètement ahurissante, parce qu'ils mélangeaient les personnes, les chronologies, et tout ça devenait complètement absurde. Et c'était d'autant plus incroyable que ce scandale, c'est pas n'importe quoi. En ce sens que, bon, comme une certaine presse, enfin la presse l'a dit, l'a relaté, le scandale, il introduit d'une certaine manière, pour la postérité, nous on ne le savait pas, mais le scandale, il introduit effectivement à une période de trouble, dont mai 68 est le point culminant, le phare d'une certaine manière. Et donc c'était, enfin, l'importance de ce scandale, au-delà de ça, c'est qu'il met pour la première fois des situationnistes sur le devant de la scène. Et Guy Debord et Raoul Vaneigem publient dans la foulée, en 1967, 2 livres qui vont être absolument déterminants pour la conscience de l'époque. Pour Vaneigem, le traité de savoir-vivre, et pour Guy Debord, la société du spectacle. Et c'est d'une importance extraordinaire dans l'évolution des idées, ces 2 livres, dans l'importance qu'ils ont eue pour mai 68. Et donc il nous semblait, on avait déjà commencé à l'écrire, ce livre, mais en 2014, ce livre, il s'imposait absolument pour rectifier un certain nombre de choses. Voilà. Oui, dans la mesure où tout le monde disait que c'est les situationnistes qui ont pris le pouvoir à Strasbourg. Alors que visiblement, on n'était pas situationnistes, visiblement. On connaissait les idées situationnistes, on était en rapport, on s'est mis en rapport, André Bertrand s'est mis en rapport avec eux à Paris, mais ensuite la légende, ou plutôt la contre-vérité, est publiée constamment. C'est l'international situationniste qui a créé le scandale de Strasbourg. Et entre autres, c'était pour cela qu'on a décidé d'écrire ce livre, pour établir une certaine vérité historique. Je trouvais ça scandaleux que cette espèce d'amalgame qui a été fait. Voilà.
enfin voilà. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas les situationnistes, en tant que groupe constitué, qui ont fait ce scandale. C'est un certain nombre d'étudiants qui sont rentrés à la fac en 1963 et qui sont devenus amis pour un certain nombre de raisons, parce qu'ils partageaient les mêmes idées, parce qu'ils étaient attirés par un certain mode de vie. Donc ils se sont rencontrés et qui, au fur et à mesure que cette amitié qui s'était conclue, enfin qui s'était esquissée là en 1963-64, prenait tournure, ces étudiants, donc il y avait moi, André, et surtout quelqu'un d'extrêmement important, Daniel Joubert. Et Daniel Joubert, on peut dire, et le livre le raconte, le montre, sans Daniel Joubert, qui était un étudiant en histoire, et aussi un étudiant qui était issu des milieux protestants et qui faisait des études de théologie et qui logeait à l'aumônerie protestante, et bien sans Joubert, ce scandale probablement n'aurait pas eu, ne serait pas fait. Et Joubert, il avait cette fascination, enfin ce pouvoir de fascination, ce pouvoir de fédérer les gens, et la manière, enfin la connaissance qu'il avait des choses, une connaissance intellectuelle, a été déterminante pour fédérer les amis que nous étions. Mais c'est vrai que chacun d'entre nous avait des préoccupations engagées dans l'anarchisme. Pour ma part, j'étais fasciné par le surréalisme, j'étais engagé dans une pratique artistique dès ce moment-là, et en même temps, j'étais pas ni inscrit aux Beaux-Arts, ni rien de tout ça. Tout ça, c'était un peu mon jardin privé. Et les auteurs que nous lisions, c'était Georges Bataille, c'était Artaud, c'était un certain nombre de surréalistes, autres, Breton, etc., mais surtout les dadaïstes, comme Raoul Haussmann, et bon, bien sûr aussi des Max Stirner, des anarchistes, Bakounine. Donc tout ça, ça nous réunissait, et on discutait, c'est vrai, autour de ça, au-delà des cours dans lesquels nous n'étions pas vraiment très assidus. Et à l'époque, c'était très, très possible, puisque à la fin de l'année, on passait les examens, mais le reste du temps, personne ne faisait une comptabilité, comme c'est le cas toujours, des présences des individus qui étaient là au cours ou pas. Et donc, tout ça, c'était une vie qui se passait beaucoup dans les bistrots. Les connaissances qu'on échangeait, c'était plutôt autour de boissons sympathiques et dans des fêtes dont on avait un peu dont on avait le secret. et donc c'était une vie d'étudiant sans doute, mais vraiment très très différente, peut-être de celle, mais je ne sais pas, parce que je suis depuis longtemps plus étudiant, et j'ai l'impression que les étudiants qui de plus en plus d'ailleurs, on en rencontre dans les rues de la ville, enfin je veux dire, la nuit quand on sort, il y en a plein. Et donc je trouve ça, par rapport à la vie telle qu'elle était, comment dire, à notre époque, donc dans les années 60, les étudiants, ils étaient beaucoup plus enfermés, confinés, peut-être dans les Levitch-Stube, peut-être, ou ailleurs, mais là, je trouve qu'actuellement, alors que j'étais très pessimiste ces dernières années, je trouve qu'il y a une espèce de d'éclosion extraordinaire d'une vie. J'en connais pas le contenu exactement, je ne sais pas ce qui s'échange dans les lieux où, finalement, dans la vieille ville, partout, il y a des gens, il y a des jeunes qui sont là, étudiants sans doute, mais ça a l'air beaucoup plus vivant que la ville telle qu'on la connaissait, nous, à l'époque. Et la vie, elle était dans des bistrots, elle était, c'est vrai, mais quand même confinée autour de certains cénacles, comme le nôtre, et pas, pas aussi exubérante que ce que moi j'ai l'impression, que ce qui a l'air de se passer de nos jours. Voilà,
Voilà ce que j'aimerais dire. Oui, c'est-à-dire moi je faisais par exemple des études d'histoire et de géographie, bon, ça allait très bien dans la journée, mais on ne trouvait personne dans ces étudiants de mes collègues pour aller faire un tour et puis aller visiter la ville, faire de la géographie urbaine, de la dégustation des vins d'Alsace, parce que c'était quand même une occasion unique à 20 ans et après, d'essayer de voir un peu, pour moi qui venais de la campagne, de découvrir cette ville. Et donc on se promenait beaucoup, on étudiait, et il faut aussi savoir que dans ces bistrots, on ne parlait pas seulement des filles et tout, pas du tout même, mais on parlait justement on parlait justement de littérature. Justement Daniel Joubert avait beaucoup d'influence, il avait beaucoup lu, il connaissait beaucoup d'auteurs, et ça a donné l'envie de les lire. Donc alors on tombe sur Bakounine, etc., l'anarchisme, et tout ça fait créer une espèce d'histoire qui n'avait rien à voir avec celle qui était enseignée dans les cours mêmes. Dans les cours mêmes, encore, à l'époque, c'était vraiment l'histoire, comme je le dis quelque part, c'est l'histoire des dominants, c'est l'histoire de Louis XIV, c'est ceci, cela, c'est-à-dire, au fond, ça ne concernait pas le peuple. Moi, j'ai lu à l'époque, justement, la guerre des paysans. J'ai découvert que les paysans alsaciens, dont je suis un très lointain descendant, avaient fait une révolution, à l'époque, au XVIe siècle. Oui. Ou alors, Makhno, on raconte toujours la révolution russe, les bolcheviks, Lénine et tout ça, mais il y avait justement aussi Makhno et la révolution en Ukraine, qui étaient des anarchistes et qui a été justement, ça fait de nous aussi des anticommunistes, dans la mesure où ça a été que cette révolte qui a libéré l'Ukraine a été ensuite écrasée par Trotsky et l'armée rouge. Et donc là, il y avait toute une espèce de découverte. Pour moi, qui au départ, quand je viens à la fac, question engagement politique, j'en ai aucun. Je me disais, bon, il faut que je fasse quelque chose maintenant, etc. Avant, j'étais un peu gaulliste, j'étais content que De Gaulle ait terminé la guerre d'Algérie et que on risquait de s'y retourner. Bon, j'ai pensé un peu à l'UEC. C'était les seuls qui avaient, comment dire, qui étaient quelque part dans un truc qui n'était pas dans le qui était dans l'opposition. Mais il s'est trouvé donc, je suis tombé sur Daniel Joubert, je suis tombé sur Claude Lescaut, puis Dédé, etc. Et autre facteur, c'était la musique. Vous voyez, à l'époque, c'était l'époque du yéyé. Hein, Johnny Hallyday, le héros qui vient de mourir récemment, Johnny Hallyday, pour nous, c'était qu'une espèce d'imitateur un peu grotesque. Pour nous, ce qui comptait, c'était l'authentique, c'est-à-dire Chuck Berry, etc., les Américains. De même en jazz, le jazz aussi, etc., a joué un rôle très important. Ainsi, après nos virées dans les Windstub chez Paul aux Troilières, j'ai toujours visité, il y a toujours la table du fond qui était notre Stammtisch, où on était là, et M. Paul nous aimait beaucoup. Voyez. Donc, et après ça, on allait, par exemple, plus particulièrement chez Daniel Joubert, qui avait une chambre à l'aumônerie protestante, et là, un tourne-disque, et là, on se mettait plein de musique, etc. Vous voyez. Donc, il y avait là tout un côté de la vie étudiante que mes camarades d'études ne connaissaient pas. Vous voyez. Et ensuite, le seul truc, c'est à partir du mois de mai, tout le monde disparaissait, tout le monde se mettait dans ses révisions pour essayer de passer le certificat qui était proposé à l'époque. Mais pour ma part, je dirais aussi, cette vie a fait que mes études ont été un peu rallongées parce que j'ai raté certaines étapes que j'ai dû refaire. Voilà. Pour moi, c'était une découverte, la ville de Strasbourg. Moi, je viens de la campagne. J'étais tout à coup tout seul, il n'y avait pas tout ce milieu qui me connaissait, etc. autour. Et voilà, je tombe là-dedans et je tombe sur eux, etc. Daniel Joubert, Jean-Claude Lescaut. Je trouvais que c'était un bel hasard. Ouais. Voilà. Bon, on va parler des situationnistes quand même. Oui. Et donc, en fait, il y avait nous. Mais il y avait aussi un groupe situationniste à Strasbourg. Et ce groupe situationniste qui fréquentait le même endroit que nous, le Minotaure, qui était un bar
en face de la Victoire, qui a disparu